One, two, one, two, three, four. La 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 la. Nous sommes au cœur de l'Angleterre, à Londres, en 1888. Il y a 127 ans. À cette époque, le monde a encore un goût d'inconnu. Des hommes traversent les mers vers des terres inexplorées, tandis que d'autres, assis à leur bureau, cherchent les lois qui leur expliqueront le monde. La science est en pleine expansion et promet de défier tout ce qu'il reste de mystérieux. Archibald Léopold Rutmore fait partie de ceux qui voudraient maîtriser le monde depuis leur bureau. Il aime que les choses soient bien à leur place, claires, vraies et scientifiquement prouvées. Quoi? Rien. C'est d'un ennui. Ben, je fais ce que je peux, Amélia, mais la science, ça ne vient pas comme ça. Hein. C'est normal que ce soit pénible. J'essaie de me concentrer, là. Hein. Je n'ai rien dit. Mais vous me mettez la pression. À attendre que je trouve, là, comme ça. Je peux même dire qu'Archibald Léopold Rutmore est le genre de gars à qui on voudrait donner un bon coup de pied au derrière, pour qu'il sorte des sentiers battus. Regarde un peu la vie autour de lui. Amélia, il est 17h02. Où est ma tasse de thé? Elle vous attend, monsieur Archibald. Une tasse de thé n'attend pas, Amélia. Ça n'est pas possible. C'est scientifiquement prouvé. Tout le monde sait ça. Absolument, monsieur Archibald. 2 minutes de retard sur mon programme. Je vais être complètement décalé pour ma promenade du soir. C'est pas comme si quelqu'un vous y attendait. Pardon? Je disais, ce n'est pas comme si quelqu'un vous y attendait. Vous ne comprendrez jamais rien à la rigueur, ma pauvre Amélia. L'essence même de tout grand scientifique réside dans sa rigueur. Oui, monsieur Archibald. Vous savez, je crois que je suis justement sur le point d'inventer quelque chose de très grand pour l'humanité. Imaginez une bulle en verre, qui à première vue paraît toute simple, mais de laquelle en fait pourrait sortir de la lumière. Une bulle en verre lumineuse qui s'éclairerait quand on le veut et qui nous permettrait de voir la nuit. Alors, génial, non? Une ampoule. Il faut lire les journaux, monsieur Edison vient de l'inventer. Non. Si. Edison? Oui. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Non. Si. Non, non, non et non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Archibald Léopold Rutmore est le dernier descendant des Rutmore, illustre famille de scientifiques tous plus brillants et plus moustachus les uns que les autres. Papy John Rutmore invente le premier dentier en porcelaine en s'appuyant sur les lois d'approbation des matières. Oncle William Rutmore crée le premier radiateur en maîtrisant la chaleur de main de maître, tandis que Émile, le papa d'Archibald, offre au monde une loi de la diffraction de la lumière extrêmement complexe qui débouchera plus tard sur la télévision. Bref, tous ont les yeux braqués sur le petit Archibald, persuadés d'avoir devant eux le génie de demain. Pas question pour lui de perdre son temps avec des histoires de dragons et de princesses, puisque c'est la science qui l'attend. Et la science n'attend pas. Voyez-vous, dans la famille Rutmore, on est scientifique de père en fils depuis 8 générations. Et les traditions, ça ne se brise pas pour des princesses ou des dragons. Ça, je vous le dis tout de suite. Sous le poids de ses ancêtres, le petit Archibald essaie de se concentrer sur la devise familiale. Les scientifiques Rutmore ouvrent la vérité. Jusqu'à leur mort. Il grandit donc assis à son bureau.
cherchant cette fameuse vérité dans tout ce qu'il peut. Si je peux me permettre, je trouve justement qu'il cherche un peu dans n'importe quoi. Hein. Le problème, ce n'est pas tellement qu'il cherche, c'est plutôt qu'il ne trouve rien. Et alors monsieur s'énerve, et sur qui ça retombe? Amélia, mon manteau, s'il vous plaît. Je pars pour ma promenade du soir. Ah bon? Oui. Ne me posez pas de questions. Je n'ai rien dit. Je vais aller compter mes pas rigoureusement. Voilà, c'est tout. Je n'ai rien à ajouter. À ce soir, monsieur Archibald. Mais j'ai le droit quand même, franchement, non? Mais bien Mais sûr! franchement, c'est pas ça! Toujours la même balade jusqu'au port. Exactement la même. 72 pas tout droit. Puis, je prends un angle de 90 degrés et je marche encore 43 pas. Puis je lève les genoux l'un après l'autre parce qu'il y a un petit escalier. Et ensuite, je vais tout droit en longeant le mur. 2 minutes et 12 secondes, exactement. Et puis paf, je relève la tête et devant moi, il y a la mer. C'est beau. L'air iodé plein d'odeurs de poisson, c'est bon pour le cerveau. Je contemple, en respirant profondément. 22 secondes. Puis je reprends ma marche le long du port, en comptant mes pas, comme toujours. 63, 57, 68, 41, 42, 20. Excusez-moi, je dois passer. Vous n'avez qu'à passer à côté. En fait, non, je dois passer juste là. C'est pour avoir le bon nombre de pas. C'est de la rigueur, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ennuyez tout le monde avec votre rigueur, professeur Rutmore. Qui êtes-vous? Ça n'a aucune importance. Tout est important. Venez voir plutôt. Non, merci. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous et vos loupes de scientifiques. Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous êtes marin, vous n'avez qu'à parler de poissons. Écoutez, laissez-moi juste compter mon 64e pas et restons-en là, hein. Je suis pressé, moi. C'est pas comme si quelqu'un vous attendait. Qu'est-ce que vous avez dit? Je disais, c'est pas comme si quelqu'un vous attendait. Venez voir. Par ici. Venez. C'est un pouf pour les pieds? Mais non. Un siège de camping? Non. Une casserole? Une boîte à chat? Oh, une boîte à chat, ce serait bien. Enfin, Amélia, c'est une dent. Une dent? Ça? C'est bien trop grand. C'est parce que c'est une dent de géant. C'est une dent de géant, échangée à un harponneur indonésien contre des victuailles dans une mer très lointaine. Le harponneur l'avait reçu d'un pêcheur malais, qui l'avait lui-même reçu en cadeau d'adieu, au plus profond d'une jungle tropicale. Une dent de géant, oui. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Hein? Si votre père, vous voyez... Oh non, épargnez-moi ça. Votre père, à votre âge, avait déjà son cadre accroché au mur. Et sa vie était réussie, comme celle de tous les Rutmore. Réussi. Il a fini sa vie sans jamais avoir quitté le port de Londres. Lui qui ne parlait que de voyage, entouré par des oncles scientifiques ennuyeux comme la pluie, qui passent leur temps à mesurer la taille de leurs moustaches. Franchement, tu parles d'une vie, hein. Oh, bah oui, oui, ils en avaient de belles moustaches. Ah! Regardez la vôtre, on est un paillasson. C'est terriblement méchant ce que tu viens de dire. Je suis désolée, je ne voulais pas vous... Vous avez raison, Amélia. Cette dent est ridicule. Les géants, ça n'existe pas. Jetez ça à la poubelle. Oh, il faut avouer que pour une fausse dent, elle est très bien imitée. Hein. La forme parfaite d'une molaire axiale. Arrêtez, Amélia, c'est ridicule. Je suis sérieuse, on dirait une vraie. Elle est fausse, 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 comme le dentier d'oncle William. Vous n'avez qu'à taper dessus, vous verrez, elle se brisera en 1000 morceaux, comme une simple cacaille. Et voilà, en 1000 morceaux.
pas du tout. Elle est entière. Non! Ça suffit, je pense. Amélia, donnez-moi le chalumeau, je vous prie. « 20 décembre 1888, 20h02. La dent semble résister au premier test scientifique. Les mailles ne font pas. Se pourrait-il qu'il s'agisse d'une dent bien réelle? Stop. Maître! « 20h06. Le diamètre de la molaire étant 1,2 fois supérieur à celui d'une dent de cachalot, le plus grand mammifère à dents. Il ne peut donc en aucun cas s'agir d'une dent véritable, n'est-ce pas? C'est bien trop. Grand. Mais pourtant, les racines semblent avoir été réellement irriguées par du sang. Et l'émail usé par des aliments? Oh, je ne sais pas. Pause! Vous ne voulez pas plutôt votre loupe? Non. Oui, oui. Non. Si. Oui. Ah, donne-moi la loupe, Amélia. Oui. Oh. 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 20h54. On dirait que ce que je prenais pour des lignes d'usure de l'émail sont en fait des tatouages minuscules. La dent est recouverte de dessins qui s'enchevêtrent les uns dans les autres. C'est magnifique. Des gravures étroitement entremêlées, dont est ornée l'immense dent, ressort très clairement une sorte de... Carte géographique minuscule. L'ensemble représente très précisément le cours d'un fleuve, une région enclavée, des chaînes de montagnes. Ça me rappelle le dessin d'un très vieux livre. Montrez voir. Il y a des lianes Ah, là. et un tigre là. Ça, c'est le fleuve noir. Le fleuve noir? Selon un livre de très vieille légende, le fleuve noir mènerait tout droit au pays des géants. Le fleuve noir vous mènera tout droit jusqu'au pays des géants. Vous devez y aller. Je devrais peut-être y aller. Hein? Pardon? Je dis que je devrais peut-être y aller. Il n'y en est pas question. Vous n'êtes jamais allé plus loin que le port de Londres. C'est le moment, on dirait. Vous avez les pieds plats, l'estomac fragile et le vertige. Professeur, vous n'êtes tout de même pas un trouillard. Bien sûr que si c'est un trouillard, comme tout bon scientifique. Nous ne sommes pas des aventuriers, nous, monsieur le marin. Qu'il reste assis à son bureau, il devrait plutôt se concentrer sur des chiffres. Bien dit ça, Bien Émile. dit ça, Émile. Professeur, moi, j'ai l'intuition qu'elle est là, votre grande découverte. Parler d'une grande découverte, c'est une dent. Absolument. Ce sont des histoires, monsieur Archibald. Ce serait bête de passer à côté, moi je dis. Les géants, ça n'existe pas. Amélia, c'est décidé. Je pars. Vous avez votre écharpe. Oui. Et votre parapluie. Oui. Et votre service à thé, celui avec les petites dorures. Oui, Amélia, j'ai tout. Oh, qu'est-ce que je vais faire sans vous, moi? Autant me transformer tout de suite en bibelot, qu'on me range dans une caisse. De la marmelade, vous avez de la marmelade? Oui, Amélia, j'en ai plein la valise. Qu'est-ce qu'il y a? Je me transforme déjà en bibelot. Ça se contracte, je le sens là. Professeur, vous allez être en retard. Au revoir.
professeur embarque à bord du Neptune, un immense paquebot lancé dans la houle. Sans répit, il traverse l'océan Atlantique, remonte l'océan Indien et longe la côte est de l'Afrique pour accoster à Djibouti. Djibouti est une ville située à l'embouchure du fleuve Noir. C'est la dernière terre habitée par les hommes. On l'appelle aussi les portes de la jungle. Excusez-moi. Excusez-moi. Je voudrais remonter le fleuve Noir. Est-ce que quelqu'un pourrait m'emmener? J'ai de l'argent, hein? Étranger! Alors, il paraît que tu veux remonter le fleuve Noir. Il va te falloir un paquet d'hommes pour aller là-bas. Ça va te coûter un os. Ou deux. C'est hyper dangereux là-bas. Il y a des boa constrictors. Il y a des sangsues. Il y a la mouche tsetse. Ouais. C'est tout ce que t'as? T'es sûr? C'est parfait! Allez, viens, on t'emmène, dépêche-toi! Fais pas de bruit! Le professeur et ses nouveaux compagnons commencent à remonter le fleuve Noir en chantant d'une voix âpre et rauque pour garder la cadence. Les falaises se rapprochant dans la partie supérieure du fleuve, le courant bondit à travers une série de rapides. Il faut décharger et continuer à pied par l'intérieur de la jungle. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Mademoiselle Amélia, Oui, c'est moi. bonjour, j'ai quelque chose pour vous. Pour moi? Non, merci. C'est un truc de marin. Tenez. Un poisson? Oui, tout frais. Presque vivant encore. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un poisson? Je dois lire entre les écailles. Il y a une carte gravée dessus. Je vais me retrouver sur un pic rocheux au milieu de nulle part, comme Monsieur Archibald, qui allait très bien avant que vous lui fourguiez cette vilaine dent. Entre nous, il avait pas l'air d'aller si bien que ça, toujours à compter ses pas sur le port. Ça s'appelle de la rigueur. Mais ça, vous ne pouvez pas comprendre, Monsieur Marin. Je m'appelle Georges. Et alors? Ne vous en faites pas trop, mademoiselle Amélia. Il va très bien s'en sortir, le professeur. Ça fait 2 mois qu'il est parti. 2 mois, 3 jours et 6 heures. Et depuis, pas une lettre, pas une carte postale. Et vous voudriez que je ne m'inquiète pas, Monsieur Marin? Je m'appelle Georges. Mais je sais! Oh!
Vous savez, c'est juste que question boîte postale, là où il est, c'est pas très courant. Pas de boîte postale. Ça n'existe pas, ce genre d'endroit. Oh si, ça existe, croyez-moi, plus que vous ne pourriez le penser, le genre d'endroit que traverse actuellement le professeur et ses hommes est plutôt peuplé de lianes et de moustiques. De moustiques? Oui. Son oncle William était allergique aux moustiques. Le professeur... S'il se fait piquer, il risque de gonfler. Et s'il n'y a pas un docteur... Il pénètre maintenant en pleine jungle tropicale. Une jungle saturée d'odeurs lourdes d'humus et de moisie. Parfois, un tigre rôde sur la berge, leur adressant au passage un feulement réprobateur, puis il s'évanouit dans l'épaisseur des taillis. C'est incroyable qu'il fait sombre dans la jungle. Des lianes, et encore des lianes. Nous sommes finalement 5 pour l'expédition. Il y a Petit Bob, le spécialiste des pièges à loups. Avant, il était grand, mais les sangsues l'ont vidé de son sang. Il a rapetissé de 43 cm. C'est fou, hein? Et puis il y a Gros Johnny, qui porte à lui tout seul ma valise d'instruments scientifiques. Il est fort comme une armoire à glace. Et enfin, il y a les frères Pioche, de vrais jumeaux spécialisés en diversion d'animaux. Ils peuvent rendre fou un tigre en moins de 8 secondes. Le tigre voit 2 fois la même personne, à 2 endroits différents, il perd tous ses repères. C'est génial. Et puis nous avons établi des codes aussi parce qu'apparemment, là où nous allons, il se pourrait que nous rencontrions des dangers. J'ai déjà retenu ceci. Ça veut dire au secours. Et ça. Je suis attaqué par une bête sanguinaire. Mais le plus important dans la jungle, m'ont dit mes compagnons, c'est de ne jamais rester seul. Dis-moi. Johnny? Hé les gars! Les gars? Ils sont juste allés faire un tour, ils vont revenir. Hé oh les gars! Oh! Simone! Johnny! Le danger peut surgir de toutes parts et à tout moment. Surtout la nuit. D'ailleurs, pour ce qui est de la nuit, ici, c'est incroyable. Hein, elle tombe d'un seul coup. Il fait clair et la seconde qui suit, paf! Le noir profond. Petit Bob. Gros Johnny. Eh les gars, vous faites une blague ou quoi? Moi aussi, je peux être très drôle, hein, mais là... On pourrait peut-être arrêter de rigoler, là. Les gars,
Le professeur continue sa marche seul. Il enjambe des racines gluantes, glisse sur des cailloux tranchants et patauge dans des marécages infestés de sangsues. Impossible de mesurer les distances qu'il parcourt tellement le terrain est difficile. Les souvenirs et la douceur de l'ombre s'effacent peu à peu dans la tête du professeur. Il était une fois un jeune scientifique, extrêmement fort, et grand, et beau, qui était parti en voyage. Il était si fort et si grand et si beau qu'il traversait la jungle sans jamais s'arrêter. Rien ne l'effrayait tellement il avait confiance en lui. Il trouverait vite le pays des géants. Et bientôt, il sortirait de la jungle en un seul morceau. Et tout irait bien. Ouais, tout irait bien. Le professeur est trop épuisé pour s'apercevoir qu'il arrive à la frontière du territoire des Oies. Vous y êtes déjà allé? Où ça? Chez les Oies. Vous y êtes déjà allé? Si j'y étais allé, je ne serais plus là pour vous le raconter. Pourquoi ça? La tribu des Oies se trouve en plein territoire sacré. Et personne ne pénètre en territoire sacré au risque... Au risque de quoi? Au risque de se faire couper la tête. Oh mon Dieu! Couper la tête! Il y a quelqu'un! Ah non! En fait, je préfère qu'il n'y ait personne! Amélia? 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 Après des jours et des jours de marche, sans manger et sans boire, le professeur peut voir un rayon de soleil qui éclaire une faille entre deux falaises. Un passage secret qui lui dit « Viens, Archibald, suis le soleil, c'est par ici. » À ses pieds, des traces de pas monstrueuses. Il se faufile dans l'étroite faille, avançant à tâtons dans l'obscurité pour ressortir des heures plus tard dans une plaine aride. Il sent sous son corps la terre trembler, mais il est trop faible pour réagir. Tout autour de lui, d'immenses piliers de pierre semblent soutenir le ciel. À peine a-t-il la force d'ouvrir les paupières pour constater avec horreur que les piliers se penchent dangereusement sur lui. L'un d'eux le soulève haut, très très haut. Quatre immenses têtes, couvertes de tatouages,
le contemple avec insistance. J'en crois toujours pas mes yeux. Ce que je vois ici dépasse toutes mes espérances. Quand je suis parti de Londres, je ne savais pas du tout vers quoi j'allais. Et je ne m'attendais pas à ça. Ils m'ont sauvé la vie. Je comprends toujours pas pourquoi. Pour eux, je dois avoir la taille d'une souris qui ferait ça. J'en conclus donc que je ne suis pas une proie pour eux. Mais je m'éloigne quand même. Leur taille est vraiment très impressionnante. Je les observe. Très vite, je me rends compte que personne n'a rien à craindre d'eux. Ni homme, ni bête. Ils ont l'air extrêmement pacifiques. J'essaie d'identifier le schéma d'organisation de leur micro-société. Mais une fois encore, je dois revoir tous mes principes. Ils semblent vivre sur un même pied d'égalité. Pas de chef, pas de grand-père, pas de père, pas d'oncle, pas de descendance non plus. Comme s'ils étaient apparus de rien, de nulle part. Après plusieurs jours d'observation, je prends mon courage à deux mains et décide d'aller leur parler. Je commence à leur expliquer d'où je viens, que j'ai fait un long voyage pour les trouver, que je suis ravi d'être ici et que je viens en paix. Je vois leur étonnement à chaque mot qui sort de ma bouche. Je sens sur moi leur regard perplexe. Mais je continue. J'essaie à tout prix d'établir un dialogue avec eux. Pas un mot ne sort de leur immense bouche. Et au fur et à mesure de mes phrases, je me rends compte que ce que je prenais pour un étonnement de leur part se change maintenant en un ennui profond. Alors je me tais. Tous me sourient. Je ne pourrais pas dire combien de temps nous restons comme ça à nous observer. Longtemps, je crois. Ils ont le corps couvert d'étranges tatouages. Les mêmes que ceux qui ornent la dent que le marin m'a donnée. Et ces tatouages, j'en mettrai la main au feu. Ils changent, ils bougent, se transforment comme un livre de vie qui s'écrivait au jour le jour. Puis un jour, je me suis lassé d'entendre leur chant, de regarder leurs jeux auxquels je ne pourrais jamais participer. J'ai eu envie de revoir Londres et à Méglin, j'ai eu envie d'une tasse de thé. Comme s'il m'avait compris, Antala m'a pris sur son épaule et a entrepris de me ramener jusqu'à la frontière du monde des hommes. Le jour, il s'aplatissait et restait immobile comme une colline, et la nuit, il marchait, rapide et silencieux comme le vent.
Papy, tu ronfles. William, réveille-toi. Tu peux siffler un peu, s'il te plaît, il y a Papy qui ronfle. Ah, enfin. Ah, qui va là? C'est nous, Papy, qui veux-tu que ce soit? Tu ronfles, Papy. Il est revenu, le petit. Archibald? Il est parti dans un pays qui n'existe même pas. Comment il reviendrait? Tais-toi, William. Et puis, il n'osera jamais revenir sans sa découverte géante, de toute façon, c'est bien ça qui m'inquiète. Tu t'inquiètes toujours trop, Émile. Moi, je lui fais confiance au gamin. C'est pas bientôt fini tout cet infamard, on ne s'entend plus penser ici. C'est à cause de Papy, il ronfle. C'est vrai, Amélia, c'est Papy. Il n'a qu'à aller dormir à l'heure. Et comment je descends d'ici pour aller ailleurs, moi? Ça suffit, je ne veux plus entendre vos histoires. On ne dit pas ça des histoires de tout le monde, Amélia. Je crois qu'ils veulent parler de votre ami marin. Oui, j'avais compris. On n'a plus vu ces derniers temps, n'est-ce pas? Il est occupé. Occupé à quoi? À boire des rhums? Oh, vous, je vous interdis de dire du mal de Georges. Moi, j'aimais bien ces histoires. Il raconte bien, c'est comme si on y était. Arrête tes sottises, Émile, allez. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est ça, bonne nuit. C'est le marin qui revient. Il y a des poissons dans son filet. Pas un mot, je coupe la moustache. J'arrive. Il a pêché ce matin. Très très gros cabille au frais. Oh, ça c'est fin, bravo. J'arrive, Georges. Oh, dis donc, vous n'aimez pas attendre, vous êtes terrible. Ah! Qui êtes-vous? Amélia, c'est moi, Archibald. Monsieur Archibald n'est pas là. Bonsoir, monsieur. Mais je suis Archibald. Enlève la barbe, rajoute quelques kilos, c'est moi. Vous êtes bien trop laid pour être monsieur Archibald. Toujours aussi charmante, Amélia, je vois. Mais enfin, vous n'auriez pas pu me le dire plus tôt que c'était vous? Mon Dieu, quel gâchis! Merci, Amélia. Vous aussi, vous avez bonne mine. Oh, merci. Et vous sentez bon? Oh, Vous vous parfumez? vous, par contre, vous avez voyagé avec un troupeau de chèvres, hein? Oui. Dites, vous ne voulez pas me Vous dire voulez ce qui peut-être un morceau de gâteau? Il y a quand même Ou alors, quelque chose vous qui a voulez changé. pas goûter? Oh, vous devez avoir faim. Ah non, Ah si, vous êtes Non. affamé. Non. Oh, vous êtes tout faim. non. Non. Je veux bien une tasse de thé, Amélia. Vous m'avez manqué. Alors, Alors quoi? ben, elle n'est pas immense, ma découverte. Un pas de géant pour l'humanité. Et grâce à qui? Grâce à moi. Qu'est-ce que vous en dites? Elle est où? Et qui ça? Je ne vois rien. Elle est où ta découverte? Ils sont où tes géants? Aïe, 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 aïe. Ne te moque pas, William. Il doit bien en avoir ramené un bout. Il est pas bête. Un bout? J'allais pas leur couper un doigt, hein. Mais j'ai tout en tête. Tout. En tête. Aïe, 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 aïe. Tu as perdu 2 ans et 10 kilos, tout ça pour rien. En tête. Tu me fais rire. Arrête, papy. Et tu penses que quelqu'un va te croire? Et voilà. C'est fini. Notre lignée s'arrête ici. Piston sans vivre d'avoir fait ça. Revenir sans la moindre preuve? Mais j'ai tout en tête, je vous dis. Tout, dans le moindre détail. Poète, va. Taisez-vous, je vous casse la vie. Je l'aurai, mon portrait, puisqu'il n'y a que ça qui compte pour vous. Et il sera 10 fois plus grand que les vôtres. On vous décrochera du mur pour mettre le mien à la place. Tellement il sera immense. Qu'est-ce que vous avez, monsieur Archibald? À qui vous parlez? Il m'énerve. Mais ce sont des portraits, monsieur Archibald. Alors qu'ils se taisent, comme tous les portraits. Ils sont inquiets pour vous, pour votre avenir. Ils s'en font pour la renommée des Rutmore, oui. Moi aussi, je suis un petit peu inquiète. Votre père, à votre âge, avait déjà son cadre accroché au mur. Stop, Amélia. Plus un mot. J'ai compris.
la bonne heure. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il écrit. Dans son papier, il écrit quoi? À ton avis, tout ce qu'il a en tête? Ah, de nouvelles histoires. On va s'amuser. Ce ne sont pas des histoires, ce sont des Mais preuves. Ce sont des mots, ça ne sert strictement à rien. Les mots, c'est bon en amuse-bouche, mais ça n'a jamais nourri personne. Au moins, les gens ont quelque chose à se mettre sous la dent en attendant mieux. le problème avec les mots, c'est de savoir qui les avale. Je vous ai préparé votre gâteau préféré, menthe et chocolat. Vous travaillez trop. Ça fait des mois que vous n'êtes plus sortis. Vous devriez aller prendre l'air. Je dois finir ça, Amélia. Une partie de football. J'ai les genoux qui se cognent quand je cours. Pourtant, ça vous ferait du bien. Un sport d'équipe. Vous devriez vous arrêter d'écrire pendant qu'il est encore temps. Ce sont des portraits, professeur. Ne faites pas attention à ce que vos ancêtres peuvent vous dire. Qu'importe que vous soyez vous aussi accroché à un mur. Georges, laissez Monsieur Archibald travailler tranquillement. Professeur, vous ne parlez pas de radiateur ou de dentier en porcelaine ici. Vous dévoilez l'existence d'êtres vivants. Professeur! Écoutez, j'ai fait une découverte immense pour la science. Il est normal que les gens le sachent. Vous faites passer une légende du côté des histoires vraies. Les gens voudront aller vérifier. Laissez-moi tranquille! Vous êtes marin, retournez à vos poissons! Si nous allions mesurer la distance qui nous sépare de la mer. Et voilà, Amélia. J'ai fini. 900 pages. Tout y est. Tout. Dans le moindre détail. La preuve du grand voyage du professeur Whitmore. Ça va être immense, Amélia, croyez-moi. À peine j'aurais brandi ce livre. C'est incroyable, le professeur de bord avec votre découverte propulsé encore un peu plus loin le champ des connaissances de la science moderne. Monsieur Rickman, comment avez-vous décidé de jamais fait? À gauche. À gauche. Droite. Stop. Parfait. Pour vous. Merci. Je n'aime pas du tout ça, mademoiselle Amélia, ça ne me dit rien qui vaille. Vous êtes jaloux, Georges, c'est tout. Ça sent mauvais. Toute cette histoire à plein nez, ça va mal finir. Amélia, mon manteau, s'il vous plaît, nous partons. Je suis l'invité d'honneur de l'exposition universelle de Paris. Paris, vous vous rendez compte? Le monde entier sera là. Une immense surprise vous y attend. Georges, joignez-vous à nous. Ça vous fera quitter la terre ferme pour une fois. Amélia, comment je suis? Ah, vous êtes... Ma moustache, ça va? Honnêtement, hein? Georges, vous venez avec nous? Non, merci. Allons, vous n'allez pas rester boudé dans votre coin comme ça. C'est l'exposition universelle de Paris. Vous ne pouvez pas manquer de ça. Le professeur Eiffel a fait construire une tour immense.
Monsieur Archibald, invité d'honneur. Et tout ça un petit peu grâce à votre grosse dent, finalement. C'est bien ça qui m'inquiète. Vous commencez à me courir sur les nerfs. Et vous prends oui pour un an. Vous commencez à m'énerver, à jamais m'écouter. Nous partons! Nous arrivons à Paris. Partout, les gens se retournent pour me regarder passer. Je signe des autographes, tandis que nous marchons sur la longue allée qui mène à l'exposition. J'entends les gens murmurer sur notre passage. Ils parlent de cette fameuse surprise qui m'attend. Sans aucun doute, un portrait de moi encore plus grand. Ou peut-être même une statue à mon effigie. Nous franchissons les grandes portes de l'exposition. Les gens applaudissent, les trompettes retentissent pour annoncer l'entrée de la fameuse surprise. Et... devant moi, posé comme un trophée sur un immense plateau d'argent, apparaît la tête décapitée du géant Antala. Soudain, je n'entends plus rien de tout ce brouhaha. Un silence vertigineux m'envahit. Un silence de révolte, d'horreur, de douleur. Et du fond de cet abîme de chagrin, j'entends s'élever une voix mélodieuse, comme je la reconnais. Cette voix, qui me reproche dans sa belle langue musicale: pourquoi ne pouvais-tu pas garder le silence? Au fond de moi, je vois bien combien mon obstination stupide à vouloir révéler le doux secret de leur existence est cause de cet épouvantable malheur. Mon livre les a tués, bien plus sûrement qu'un régiment d'artillerie. 9 géants, rêveurs d'étoiles, et un petit homme aveuglé par son désir de gloire. C'est toute notre histoire. Quand nous sommes rentrés à Londres, le professeur, il m'a fait signer un tas de papiers. Il voulait tout me donner. Sa maison, ses livres, ses expériences, même les cadres de ses ancêtres. Il ne voulait plus rien d'autre que la mer et le ciel. Il est devenu marin. Dans chaque port, il s'est fait tatouer sur la peau un conte, une légende. Et le soir, sur la jetée, on peut le voir raconter à qui veut les entendre ses innombrables voyages. Et plus jamais, il ne parle de cet étrange objet qu'il garde au fond de son coffre de marin. Hey vous, je ne vous ai pas encore raconté mon voyage en Inde. Alors ça, c'est un voyage absolument extraordinaire. On était au milieu de l'océan. Et tout à coup, il y a eu tout un petit gant. C'est en fait donc la masse d'une navire. À ce moment-là, il y a des vagues.